Alors, c'est bon, on s'est tous remis de la fin de la saison de Formule 1. Ouais, moi non plus. Bon, heureusement, comme je refuse de parler d'actualité dans cette émission, on ne va pas parler de ça du tout. À la place, je vous propose, pour cette fin d'année et pour boucler cette première saison de Formula One, de faire un épisode léger à la fois au niveau de l'écriture et du montage, et de revenir sur les sujets qu'on a vus ensemble cette année, et plus spécifiquement approfondir ou corriger certaines choses que j'ai dites par le passé. Pourquoi ? Parce que souvent je repense aux épisodes d'avant, surtout quand je trouve de nouvelles informations. Et là, je suis frustré parce qu'au mieux, les infos restent dans les commentaires, et au pire, elles restent dans mon cerveau, emprisonnées entre deux acides qui me corrodent les méninges. Alors j'ai décidé de remédier à ce problème, et vous donner une petite compilation d'informations en plus, et de corrections de cette première année de Formula One, qui n'a pas été piquée des hannetons. On va dire ça comme ça. La vidéo serait, cela dit, indigérable si je revenais artificiellement sur chacun des 10 épisodes normaux de l'émission, donc en excluant le spécial année 90 de juin, et j'ai donc décidé de me concentrer sur seulement certains épisodes, et surtout, les trucs sur lesquels je voulais le plus revenir, bien évidemment. Forcément, vu le sujet de la vidéo, je vais considérer qu'on a tous vu mes épisodes précédents, comme ça, on évite de répéter les informations déjà sur la chaîne. Si vous n'avez pas vu un épisode concerné, ou que vous avez un peu oublié avec le temps, ce qui franchement se comprend, surtout pour les premiers épisodes dont on va parler, il y a une playlist sur la chaîne pour vous remettre dans le bain, et nous, eh ben on va partir déjà pour le premier épisode. Le premier épisode de Formula One est sorti il y a quasiment un an, et était comme un crash test pour toute la série, y compris son format, donc il y a beaucoup de choses dedans que j'aurais fait différemment si je faisais l'épisode maintenant. Il y a aussi beaucoup d'informations que j'ai trouvées seulement une fois le montage commencé, voire après la sortie de la vidéo, et qui sont donc absentes alors que je les ai sous la main. Et c'est l'heure de corriger ça parce que ça fait probablement quasiment tout autant de temps que ça me hante. Pour commencer, je peux l'annoncer, les anecdotes que je racontais dans la vidéo, que ça soit la Salmonellos de 1998 ou la victoire à la jambe cassée, sont vraies. Ta 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 ta. Ouais, je vais faire copyright strike si je mets la vraie chanson. J'ai trouvé des sources d'époque à ce sujet, notamment des articles sur le journal virtuel Atlas F1, dont le newsfeed de l'époque est encore trouvable sur leur site si vous savez comment les trouver. Si vous êtes comme moi, vous êtes tombé dessus par accident en allant sur Google Images. D'ailleurs, ces articles figurent dans le montage de l'épisode, si vous l'avez vu, que ça soit pour la salmonellose ou pour un quelconque diagnostic de fracture. À vrai dire, si vous regardez dans les sources, vous avez un pavé entier de ces articles. Et en parlant de sources dans la description que je ne mentionne bizarrement pas dans la vidéo elle-même, il y a aussi un article de motorsport.com de 2020 au sujet de Heinz-Harald Frentzen et sa fameuse victoire à Magny-Cours. Il est même en deux versions, une en anglais et une autre en français, histoire que je puisse partager l'information de deux façons différentes. La source elle-même a des extraits d'interviews et une remise en contexte, c'est un package total. Et devinez quoi ? Je l'ai trouvé qu'en cherchant des extraits vidéo sur YouTube pour monter l'épisode. Et je n'ai donc pas pu les prendre en compte quand je faisais le script. Ouais. Mais Fly, comment tu trouves des articles écrits sur une plateforme de partage vidéo ? Eh bien, c'est très simple. Je suis tombé sur une vidéo sur le même sujet que moi, à savoir cette histoire de jambes cassées. Tout ça pour voir qu'un autre vidéaste en avait déjà parlé. Oups. C'est dans ses sources à lui que j'ai trouvé l'article. Et si vous regardez les sources de l'épisode, eh ben il y figure tout en bas. Pour l'anecdote, je l'ai trouvé quand je cherchais si jamais il y avait des images du début de week-end. Vous savez quand je parle de Frentzen qui boite ça. Je peux aussi répondre à cette question. Et c'est que ma vie est nulle et j'ai rien trouvé dans ce domaine, d'où le running gag de cette vidéo du j'ai vraiment rien pour illustrer ça. Grâce à ce manque d'images, une étoile est née ou un truc du genre. Également, depuis la sortie de la vidéo, une autre chaîne YouTube francophone a parlé du Grand Prix de France 99, et c'est une chaîne que je regarde de temps en temps, qui s'appelle Le Circuit. Leurs vidéos se concentraient nettement plus sur la course elle-même, ce qui paraît logique, plutôt que sur les aventures pas banales de Heinz-Harald Frentzen, mais si vous voulez une version plus sérieuse d'un récit de course qui ne se perd pas dans une recherche de source sans queue ni tête, vous pouvez la retrouver dans la description. Ah, la grève des pilotes de janvier 82. Un de ces sujets qui reste toujours dans la mémoire collective de la Formule 1, même 40 ans et des brouettes plus tard.
Pourtant, c'est super difficile en vrai de trouver en ligne un récit complet, peu importe la langue dans laquelle vous le cherchez. Il y a toujours quelque chose qui manque, que ce soit les procès qui ont suivi, ce qui a été fait des amendes infligées aux pilotes, ou même que tout ça a commencé avec la super licence. C'est un bazar! Déjà, c'était quasiment impossible de trouver qui avait eu l'idée de la grève de base, en cherchant pour la vidéo. Bon, je ne suis pas stupide, je savais que ça se jouait entre Niki Lauda et Didier Pironi, mais quand je vous dis que c'est impossible de déterminer qui des deux en a parlé à l'autre, bah c'est véridique. Le seul récit que j'avais trouvé à ce sujet, qui n'oubliez pas que Pironi avait existé, disait que c'était Lauda qui l'avait appelé en lisant le texte de la super licence. Mais l'article disait aussi que Pironi avait sciemment signé l'accord, de ce que j'ai cru comprendre, alors qu'il n'a jamais dit ça. Enfin bref, c'est le bazar. Et puis, en plus, tout ça remontait avant Kialami, alors que selon d'autres sources, la grève c'était un truc improvisé une fois sur place quand la FISA, comme la FOCA, ont refusé d'accorder aux pilotes les modifications demandées au texte de la super licence. Résultat des courses, même si je pense que c'est Niki la menace qui a eu l'idée de base, et c'est en fait pas si facile à dire que ça. Notez cela, dit que je n'ai lu aucune biographie de Niki Lauda, qui peut-être renferme une information ou deux à ce sujet. En parlant de biographie, j'ai eu tellement de problèmes avec les sources anglophones à ce sujet que c'en est même pas drôle. Vous saviez qu'il y avait un podcast officiel de la F1 à ce sujet? Et qu'il était pas terrible aussi? Il est sorti en 2022, oui 2022, et avait pour invité un ami de Lauda qui a écrit sa biographie, ça commence déjà pas très bien d'ailleurs vu comment c'est formulé, et Derek Varvik, qui certes était là à Kialami en 82, mais lui admet qu'il était alors rookie et se contentait de suivre le mouvement, et il était donc pas du tout dans l'intimité de tout ça. Autant vous dire que si c'est intéressant de savoir ce qui était de l'intérieur avec Derek, autant vous aussi vous dire que vous n'apprendrez pas grand chose de plus. Le pote de Niki est bien sympa, mais il oublie en bonne partie de mentionner qu'il n'y avait pas que Lauda en tête de la grève, et les négociations sont négligées. Est-ce qu'on est surpris de la part des anglophones qu'ils oublient ce que les Français ont fait en Formule 1, n'est-ce pas? Je crois que c'est très peu mentionné, ou alors vraiment en coup de vent, mais il y a eu des procédures juridiques suite à la grève aussi, intentées aux pilotes et au GPDA par la FISA. Enfin, le GPDA qui est devenu le PRDA à ce moment-là, mais on n'a pas le temps pour ça. Des amendes, des exclusions, il y a eu plusieurs accusations et peines encourues par les grévistes. Une de ces peines n'était en fait pas civile, mais était l'exclusion de tous les pilotes ayant été en grève du championnat des conducteurs 82. Rien que ça. Les magazines de l'époque suivaient eux d'assez près l'affaire en vrai. Et donc j'ai mes rapports sur les entrevues au tribunal de Paris de janvier-février 82, dans quelques-uns de mes auto-hebdos notamment. Il y a cette photo que je trouve très drôle de Pironi d'ailleurs dans l'un d'eux. Regardez-le là, on dirait qu'ils aient moins 8000 à Paris ce genre-là. Ah, et Jacques Lafitte qui dit « Je veux pas me faire cocufier par mes employeurs ». Masterclass une fois de plus au Chaco. Et une dernière chose avant qu'on passe à l'épisode suivant. Depuis, j'ai eu une accréditation Inatech, et j'ai donc eu l'occasion de consulter les archives audiovisuelles françaises pour toujours plus d'informations obscures et oubliées. Dans ces archives se trouve l'émission du 30 janvier 1982 d'un programme disparu appelé Les Jeux du Stade, présenté par El Famoso Robert Chapat. Dans cette émission, un match de boxe USA-URSS, que j'ai bizarrement regardé comme un paquet de temps, probablement une bonne dose de foot que j'ai pas vu, mais surtout une discussion complètement foireuse entre un ex-Waffen-SS et un responsable syndical. J'en ai déjà montré une ou deux par le passé, et c'est ce qui a donné ces photos. Le débat lui-même n'en est pas vraiment un, puisque c'est surtout Jean-Marie Balestre qui tente de manipuler l'opinion publique en sortant le kit du petit merdeux en débat. Là, il y a de tout, hein. Les arguments de mauvaise foi, le déplacement constant du sujet quand ça l'arrange, les citations trompeuses, la parole coupée pour un oui ou pour un non, des accusations directes de manipulation de la part des autres participants, oui, même le présentateur, ou encore des insultes personnelles envers Didier Pironi, ce qu'on appelle dans le jargon un argument ad hominem, littéralement à destination de la personne. Non, vraiment il y a tout. Et le plus drôle, c'est que pendant que Balestre s'énerve tout seul à débattre de pourquoi les pilotes c'est des cons qui auraient dû jamais aller en grève, vous avez Pironi qui lui reste flegmatique et aucunement perturbé par ce qu'il se passe. Ça fait que, ironiquement, malgré toutes ces tentatives de délégitimer son adversaire et ceux qu'il représente, eh ben Balestre s'enfonce tout seul et constamment. Soyez heureux, si l'émission est introuvable en ligne, à part un extrait utilisé dans un documentaire trouvable sur Dailymotion, je suis reparti de Paris avec une transcription entière de cet échange particulièrement peu constructif, et je l'ai retapé au clavier pour que tout le monde puisse le lire. Je ne sais pas si cela vous apportera quoi que ce soit, mais moi j'avais trouvé ça très intéressant à découvrir.
et légèrement rageant à regarder. Merci à toi, Jean-Marie le syndrome de persécution, tu es vraiment digne de l'extrême droite à laquelle tu appartenais. Sac à merde, va. Je vais maintenant très brièvement parler de l'épisode sur le Grand Prix d'Afrique du Sud 1979. Et vous demandez d'ailleurs comment je peux revenir sur un épisode dont un des éléments récurrents était que j'en savais rien, mais si, j'ai bien une chose à rajouter. Dans l'épisode, je mentionne 3 commentateurs de course. François Janin, Henri Bodiguel et Robert. Juste Robert, hein. Eh bien déjà, je peux vous annoncer, comme l'a indiqué un de mes commentateurs à moi, Henri apparaît dans Michel Vaillant. Et à vrai dire, vous l'avez vu dans l'épisode sur Michel Vaillant, quand je parle de 300 à l'heure dans Paris. Vous savez, quand je mentionne les potes de Jean Graton, là. Mais c'est pas ça la vraie info dont je voulais vous faire part. Non, le sujet du jour, c'est Robert. En effet, encore pendant que je faisais le montage, ça commence à devenir un running gag, je parlais d'avoir regardé une vieille diffusion de F1 à mes parents. Je me rappelle, on était sur la terrasse du bar que je fréquentais tout le temps à Boulogne-sur-Mer. Et je disais, ouais, y a un mec qui s'appelle Robert, il le présente jamais, c'est marrant un peu, mais je sais pas qui c'est, quoi. Et là, mon père me regarde à peine quand il me sent, ah bah c'est Robert Chapat. Dans plus grand des calmes. Sans même que je lui montre une photo. Et oui, il avait raison, c'est bien Robert Chapat, qui était une des figures majeures de la diffusion du sport à la télé française dans les années Antenne 2. Ça explique pourquoi mon père savait immédiatement de qui je parlais, parce que, pour citer ma mère, il passait de toute façon son temps à regarder le sport. Mais une fois de plus, je suis né à la fin des années 90, et je n'ai donc jamais connu que France 2 et France 3, alors autant dire que ce n'est pas moi qui allais déduire cela. Et aussi, quelqu'un me l'avait indiqué en commentaire. Ok, accrochez-vous, parce que si la section d'avant était courte, celle-là, elle va être longue. Comme ma bite. Avec 2 T. Je vais retourner vivre à Dunkerque, putain. Vous pourriez penser que je n'avais pas grand-chose de plus à rajouter à ce qui est déjà un des opus les plus longs de la série. Mais non, j'ai encore trouvé d'autres trucs depuis le début du montage, donc laissez-moi vous en faire part. À vrai dire, c'est pour cette vidéo-là que j'avais demandé mon accréditation pour l'Inatiec à la base, parce que les documents vidéo des années 70, c'est difficilement trouvable en ligne, à moins d'être lié à des œuvres de fiction, comme des films. Finalement, j'avais déjà bouclé le script quand j'ai eu l'occasion de voir davantage encore que les quelques JT rendus disponibles par l'INA, ainsi que les 2 documentaires que j'avais dénichés sur YouTube avant ça, dont un complètement par hasard, je vais pas vous mentir. Ça ne veut toutefois pas dire que je n'ai rien vu d'intéressant là-bas, parce que si vous regardez le document bonus lié à la vidéo dans la description, vous avez définitivement vu le document bonus dans la description, vous verrez que j'y ai inclus des transcriptions d'interviews diffusées sur France Inter le jour de la course, et ça, je les écoutais à la BNF, et c'était fascinant. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans tous ces programmes que j'ai vus ? Que la France était en fait tout aussi emballée par Le Mans que par la finale de Roland-Garros qui avait lieu le même dimanche de juin, que Jean-Pierre Josso a été interrogé moult fois pendant ce temps-là, qu'un journaliste s'est jeté sur la Renault Alpine numéro 2 pour aller interviewer le pilote dedans, et que Didier Pironi lui a baragouiné un truc tellement générique en retour que je me demande s'il n'était pas littéralement au bord de la syncope quand on lui a demandé son avis. Je pourrais pas utiliser le mot littéralement aussi littéralement. Dans les interviews que j'ai pris la peine de retranscrire dans leur intégralité, vous remarquerez que je me suis concentré sur Pironi, parce que, contrairement à Josso, on l'a pas beaucoup entendu au sujet de cette victoire. Je ne pouvais évidemment pas partir avec un enregistrement, j'ai dû signer un accord de non-transmission, donc vous allez devoir me faire confiance quand je vous dis qu'il a l'air complètement rincé dans certaines de ses interviews, surtout celle de la fin de la course, que France Inter a fait juste après ses 2 derniers relais. Oui. Et la seconde d'ailleurs, en particulier, je ne sais même pas comment le journaliste a fait pour l'avoir à son micro, parce que le mec était vraiment cuit, et c'est pas comme si c'était pas mentionné, puisqu'il lui demande comment ça se fait qu'il a eu un malaise quand même. Et il savait être direct à l'époque, de nos jours, tu vois les journalistes pas trop savoir comment demander à George Russell comment ça va sa pneumonie. En tout cas, vous pourrez retrouver ces interviews dans la description, parce que j'y les ai remises. Ne me remerciez pas. Une autre source que j'avais incluse dans ce document bonus était une version traduite d'un chapitre du livre Pironi the Champion I Never Was de David Sedgwick. Comme son nom l'indique, c'est une biographie,
et je sors régulièrement son titre parce que traumatiser mes potes en leur faisant lire les derniers chapitres de ce bouquin, c'est ma passion. Et aussi, c'est vraiment le bouquin le plus important de mon année 2025. Le fait qu'il ne sera sans doute jamais officiellement édité en français me rend malade. Bref. Je vous parle de ce livre parce que le chapitre que j'avais traduit pour l'occasion est Hero of France, qui est entièrement consacré aux 24 heures du Mans 1978, sans déconner. L'auteur n'a indiqué aucune source particulière à ce passage, contrairement à des chapitres plus tardifs, notamment pour ceux qui l'ont lu à Love of Open Spaces, sur lequel j'ai beaucoup d'opinions mais ça n'a rien à voir avec cette vidéo, mais on sait qu'il a eu une conversation avec Jean-Pierre Josso au moment de faire ce livre, et il mentionne aussi au passage une autre interview que Josso a donnée à Martine Camus, cette fois pour son propre livre sur Didier Pironi, La Flèche Brisée, que j'ai évidemment en ma possession, parce que vous me prenez pour qui ? On est marteau ou on l'est pas chez moi. Bref. Si je vous parle des sources, c'est parce que l'auteur y mentionne des informations que je n'ai trouvées nulle part ailleurs. Et croyez-moi, si j'avais fini de lire ce livre avant d'écrire le script de la vidéo, j'aurais sans doute trouvé une façon de caser une des histoires les plus absurdes dans cette histoire déjà absurde. En effet, selon David Sedgwick, Renault a aussi manqué de perdre face à Porsche, une fois de plus à cause d'une plaie infectée. Non, c'est pas une blague. Laissez-moi vous lire un extrait de ma traduction faite maison. Dans le cockpit de la Renault à la bulle de plexiglas, Didier souffrait déjà de la chaleur qui avait transformé l'A442 en four. Josso se souvient bien des conditions dans la bulle. Quand je rentrais dans la voiture après son arrêt, c'était comme s'asseoir dans une baignoire, il suait tellement. Lors d'un changement, le pilote pouvait à peine bouger. De douloureux spasmes musculaires lui traversaient tout le corps, l'éternellement fidèle Agnès présente pour masser les douleurs du héros. Lui diagnostiquant une infection possiblement due à une plaie ouverte ou à une morsure d'insecte, les docteurs lui prescrivent un vaccin contre le tétanos. La nuit était en train de devenir douloureuse pour l'homme de 26 ans. Et si vous pensiez que j'étais le fan numéro 1 de Didier Pironi, je tiens à ce que vous sachiez que je n'arrive pas à la cheville de David Sedgwick, parce que je n'ai aucune idée d'où il tient certaines de ces informations. Je le soupçonne d'avoir pu voyager dans le temps pour dénicher ça à ce stade-ci. D'ailleurs, j'ai fini par accumuler tellement de trucs au sujet de ce mec, Didier je veux dire, hein, on sait jamais, que c'en est pas drôle. Enfin bref, lisez The Champion I Never Was, admiration de votre plafond garanti quand vous aurez, comme tout le monde, fait l'erreur de finir le bouquin d'une traite. Revenons-en au sujet. En plus de la meilleure pire expérience de ma vie qui ne m'a pas du tout fondamentalement changé, entre le moment où j'ai commencé le script et maintenant, la bestie, qui se reconnaîtra, a commencé à dénicher toutes les photos du monde après que je l'ai introduite à la drogue. Et parmi ces photos, elle a fini par tomber sur les 24h78. Et par la drogue, je veux évidemment dire le bouquin dont je viens de vous parler. Certaines de ces photos, je les avais vues en faisant les recherches pour le montage. Mais je ne supporte pas les watermarks de Getty Images, qui a bouffé feu Motorsport Images My Beloved, qui avait lui fourni les photos des tout premiers épisodes de Formula One, toutes les photos de Frentzen notamment. Parmi elles, des photos de l'arrivée, du podium et je crois que c'est le moment du premier malaise, ça. Ah, ambiance, hein. Non, premier degré, la photo est un peu perturbante à voir. Pas autant qu'une autre photo que j'ai montrée dans l'émission, hein. Mais quand vous remarquez ça, ça vous reste un peu. Enfin, c'est sans doute aussi parce que je connais l'histoire de ce qui s'est passé après l'arrivée de la course. Autant que possible, on n'y entend pas moi-même, on va dire. Pour en finir avec Le Mans, et aussi avec mon pilote fétiche, parce que putain, qu'est-ce que j'en parle de ce mec, je me dois de vous mentionner un reportage à la fois fascinant et hilarant pour les pires raisons. En 1981, la radio-télévision suisse, ou RTS, a diffusé un reportage appelé Un cœur gros comme ça, avec le point d'exclamation, c'est important, où ils sont allés voir le pilote avec qui des médecins franciliens à l'époque menaient des expériences pour voir si, oui, les pilotes de Formule 1 étaient bien des athlètes ou non. Pas besoin de vous dire qui c'est, j'en parle depuis tout à l'heure et vous avez des captures à l'écran. Maintenant, pourquoi des Suisses s'intéresseraient à un pilote français dans une écurie italienne, me demanderez-vous? Eh bien, c'est parce que Didier Pironi vivait alors près de Genève, et comme il n'y avait plus de pilote suisse en F1 depuis l'accident qui a mis fin à la carrière de Claire Regazzoni quelques années auparavant, ils ont... C'est ce que la bestie a trouvé dans les journaux suisses. C'était très drôle à découvrir d'ailleurs. Pourquoi vous parlez d'un truc de 81 qui n'a rien à voir alors? Eh bien, c'est parce qu'il y a un rapport en fait. Vers la fin du reportage, alors que le journaliste pose un tas de questions à Didier, il finit par dire, et je cite, « Vous détenez un record, entre autres, je crois que c'est celui de la déshydratation en course, en particulier aux 24 heures du Mans lorsque vous les avez gagnés. » Le record de la déshydratation en course. C'est peut-être juste moi, mais la formulation m'a flingué sur place. J'ai aucune idée de si c'est officiel. Je compte pas acheter un livre de record du Guinness pour ça, hein. Mais j'espère que ça l'est, parce que je trouve l'idée que quelqu'un ait réellement retracé ça hilarante.
Et comme je sais que vous vous posez la question, ce record serait donc de 9 kilos, puisque c'est ce que Didier répond aux journalistes quand il raconte comment il s'est retrouvé avec un tel honneur. Je vous conseille vivement de regarder un cœur gros comme ça, d'ailleurs, ça dure un peu moins de 15 minutes et c'est vraiment intéressant. Et un peu drôle aussi. Je vous laisse notamment découvrir pourquoi ce reportage s'appelle comme ça, c'est au tout début et c'est très folklore comme anecdote. Allez, maintenant j'ai fini de vous parler des aventures du recordman de la déshydratation en course. On peut passer à autre chose. Promis juré. Unless... Pour alterner un petit peu les longueurs des sections, celle-ci va être très rapide vu que c'est juste une simple correction. Faites semblant d'être surpris, je vous prie, mais je me suis encore trompé sur l'identité d'un mec qui commentait les courses à la télé publique. J'ai cru. Cette fois, j'ai fait l'erreur de vous dire qu'un des commentateurs du GP du Brésil 2003 était Pierre Van Vliet. J'admets complètement que j'ai un peu eu la flemme de regarder au début de la diffusion qui commentait, et me disant que c'était lui en 99, c'est que ça pouvait pas avoir changé. Hein. Eh bien, devinez qui était viré en 2002 suite à l'affaire Radio Todd dont on parlera un autre jour. Pierre Van Vliet. Pour information, et à faire très bref parce que j'ai pas encore mené les recherches pour ça, il a été viré après avoir ouvertement critiqué la décision de Ferrari durant le Grand Prix d'Autriche 2002 lorsque l'écurie a demandé à Rubens Barrichello de volontairement laisser son coéquipier Michael Schumacher passer devant lui pour lui donner la victoire. TF1 n'avait alors en effet pas du tout apprécié que Van Vliet critique leur coqueluche du paddock, à savoir Jean Todt, alors team principal de Ferrari. D'ailleurs, si j'avais eu 1 euro pour chaque principal d'écurie français chez Ferrari, qui est la coqueluche de la chaîne qui diffuse la compétition à la télé française, j'aurais 2 euros. Ah, cette année, ils ont un peu déchanté Canal, hein. Bon bref, belle magouille, et résultat des courses, Van Vliet a été remplacé par Robert Malbranck, qui est donc celui qui commente le Grand Prix du Brésil 2003. Et depuis, les autres écuries de ce genre sont interdits en Formule 1, au passage. Voilà. Ah, je vous avais dit que ça allait pas être très long, hein. Enfin, pour finir la vidéo, un autre grand classique de l'émission. Je viens de finir mon montage et c'est maintenant que je trouve la réponse à ma propre question. Je ne pense pas que ça arrêtera d'être un des éléments de la série, vu ma personnalité et mon talent à trouver ça un peu trop tard, mais c'est bien pour ça que je vous sors cette vidéo après tout. Dans le dernier épisode en date, celui sur Michel Vaillant, spécifiquement au début des années 80, je parle de 300 à l'heure dans Paris, alias l'album Michel of the Vaillant dupe Alain Prost à la dernière Parlock sur le très réel circuit urbain de Paris, mais qui m'a surtout fait me demander où était passé René Arnoux. En effet, il y a bien 2 pilotes Ferrari dans cette PD qui est censée se passer en 1983, mais aucun d'eux n'est notre néné national. À la place, on avait son coéquipier de l'époque, Patrick Tambay, et un mec que je sais pas qui c'est et que je mentionne jamais dans l'émission. Pas de Ferrari numéro 27, celle que Tambay conduisait en 82 et 83, mais à la place, lui il est dans la numéro 28 et on a la numéro 29. Logique. Cette fois, je me suis rappelé la probable explication juste après avoir publié la vidéo. En effet, en 1983, il y avait bien officiellement 3 pilotes Ferrari. Peut-être que je vous ai menti tout à l'heure d'ailleurs. Puisque Pironi était encore sous contrat avec l'écurie, et à l'époque, on pensait son retour en Formule 1 proche, soit dans la saison 83 ou alors au pire en 84. Si vous mettez le nez dans les interviews de l'époque, surtout en France, les journalistes parlent aux 3 pilotes de leurs 2 coéquipiers. C'est un peu surréaliste à voir si vous ne savez pas que Tambay était techniquement un intérimaire arrivé à Ferrari après la mort de Gilles Villeneuve, et resté parce que Pironi était hors d'état de conduire la voiture. Ouais, c'était pas Arnoux le remplaçant, lui il a été embauché pour de vrai, comme le remplaçant de... toujours Gilles Villeneuve en fait, hein. Bon, Enzo Ferrari, il avait un truc pour vouloir le remplacer qu'un de ses potes français, je crois bien, mais bon. Donc voilà, on a la solution à la question de cette section de la vidéo. Et c'est bien qu'il y avait 3 pilotes Ferrari officiellement. Est-ce que cette 3ème voiture aurait pu disputer une course officiellement, même sous ce numéro pour commencer? Eh ben nous ne saurons jamais. En tout cas, Tambay aurait forcément eu la numéro 27 et pas la numéro 28, mais je soupçonne que l'erreur soit volontaire de la part de Graton et possiblement ses potes. Si jamais vous vous demandiez ce qu'il s'est passé après ça, ça je peux vous le dire, mais c'est loin de l'optimisme de 1983. Tambay s'est fait remplacer comme une merde par Michele Alboreto après ses bons efforts pour la saison 84 et est parti à Renault, perd son âme. Arnoux est lui resté à Ferrari jusqu'à lui aussi être viré en 85, et puis après lui il est parti de la Formule 1 en 89, ce qui l'a rendu populaire auprès des tifosi qui parlent des fois encore de lui en très bien. Et il parle pas mal l'italien le bougre,
Enfin, quant à Pironi, pour vous résumer, c'est le bazar, et s'il a fait des tests avec l'écurie AGS Larousse, ça tomate oignon, et en 86, dont on a des images et des vidéos, on ne sait pas s'il pensait revenir pour de vrai en Formule 1, et si oui, si c'était avec AGS ou McLaren. Ouais, je vous ai dit que c'était le bazar et personne n'y pareil. Ce qui est bien, c'est que si j'ai envie de vous parler de la vraie fin de son histoire, en dehors de la F1 je veux dire, je pourrais aussi vous parler de Michel Vaillant pour l'introduire. Mais la nuit de Carnac, ça sera pour un autre jour. J'ai pas envie de finir cette vidéo sur une note qui peut être franchement déprimante. Salut. L'épisode de ce mois-ci est super court. C'est pas... J'en enregistre pas mal, je trouve, des posts en ce moment, mais là je me dis... C'est pour les 1 an de Flammula One, c'est important. J'avais fait allusion à ça dans, je crois, l'épisode d'avant, où il y a 2 épisodes. Je pensais pas vraiment que Flammula One ça allait durer 1 an, je pensais pas que j'allais vraiment réussir à faire une vidéo par mois, après ne pas avoir monté pendant très très longtemps, quand j'ai monté le premier épisode de Flammula One, je veux dire, donc l'épisode sur 99. J'avais pas vraiment monté de vidéo depuis très longtemps. Quand je dis monter une vidéo, c'est une vidéo de ce genre, hein. C'est pas... j'ai dû monter 2-3 autres trucs à la con entre deux, mais pas un truc sérieux où je dois balancer des arguments. Le style de Flammula One, il me vient techniquement d'une vieille vidéo que j'ai faite sur Trauma Center Second Opinion, qui est en anglais, qui est encore sur ma chaîne, hein, ça s'appelle Journey to the End of Localization. Et depuis, j'ai repris ce style-là. Je fais ce script déjà parce que je me dis, ah ouais, c'est les 1 an de Flammula One. Donc déjà, j'aurais trouvé ça cool de faire une FAQ, mais j'ai un problème avec mon compte d'abonnés qui fait que je peux pas, moi, faire comme un certain de mes potes youtubeurs, et je peux pas, moi, faire des paliers d'abonnés, parce que j'ai déjà techniquement genre 1000 abonnets, mais dans les 1200 abonnés que je dois avoir, il y en a 1190 qui sont inactifs, quoi. Ou alors où ils parlent anglais, donc Flammula One, ça leur en touche une sans faire bouger l'autre, on va dire. Mais c'est beaucoup des comptes inactifs. Pourquoi j'ai ce compte là, c'est parce que ma chaîne YouTube, la première fonction qu'elle a eue, et c'est son très vieux pseudo, c'était ça. À la base, j'avais créé cette chaîne YouTube pour poster des vidéos de Pet Shop. C'est pas une vanne, c'est vrai, j'ai vraiment posté... C'était vraiment des vidéos de Pet Shop, hein, et j'avais d'ailleurs dû mentir sur mon âge, parce que quand j'ai créé cette chaîne, je devais avoir 10 ans. Ouais, on devait être en 2008 ou 2009, quelque chose comme ça, quoi. Peut-être 2009, j'irais plus 2009 que 2008, mais ouais, j'étais grand max en 6ème, quoi. Mon premier abonnement, c'est Jour du Grenier, d'ailleurs, pour ceux qui se demandent. Personne s'est demandé ça, mais je voulais le préciser, mon premier abonnement, c'est Jour du Grenier. Et après ça, donc toutes ces vidéos n'existent plus, je les ai supprimées il y a très très longtemps, il y a plus de 10 ans maintenant. Et après ça, j'ai fait des vidéos sur My Little Pony Friendship is Magic. Et c'est là d'où viennent tous mes abonnés, parce que, alors no joke, j'ai pas de preuve de ça, parce que j'ai supprimé aussi la vidéo il y a très longtemps, j'avais un vieil AMV avec des fanarts pas crédités, bien évidemment, qui avait atteint le 1 million de vues. Et c'est là d'où viennent tous mes abonnés. C'est de ce genre de vidéo à la con que j'avais fait sur un logiciel avec la démo gratos, parce que je savais pas craquer un logiciel à l'époque. J'ai appris ce qu'était un crack quand mon cousin m'avait demandé de lui craquer Minecraft en Big 2012, ou une connerie du genre, même pas 2012, je pense que ça avait 2010 ou 2011, donc vraiment peu de temps après. Cela dit, je ne sais pas, cela dit, j'hésite, la timeline est un peu floue dans ma tête. Voilà. Donc après ça, je fais un peu des trucs au pif, mais c'est pour ça donc que je n'ai pas, je peux pas faire avec les paliers d'abonnés. Et donc, si jamais, j'aimerais quand même faire une espèce de petite FAQ. Donc si vous avez des questions sur la F1, mais la Flammula One, ce que je compte faire comme sujet plus tard, voilà. Je peux juste vous dire vite fait qu'il y a 2-3 sujets que je sais que je ne ferai pas. Je ne ferai pas la rivalité Senna-Prost, ça ne m'intéresse pas, tout le monde l'a fait, je n'ai rien à rajouter dessus. Je ne ferai pas Imola 94, en tout cas pas directement, parce que c'est pareil, tout le monde en a déjà parlé, j'ai plus rien à dire dessus. Je vais éviter les morts de pilotes, hein, c'est pas le plus fun à raconter, je vais pas vous mentir, je vais déjà probablement devoir parler de Zolder 82 un jour et ça me met pas en joie. Et à l'origine, je voulais pas faire d'épisode sur le Grand Prix de Saint-Marin 82, il y avait
dans la première version de la vidéo de juillet, donc ce qui a fini par être Gagne-moi en mode d'emploi, à la base, je voulais parler des podiums 100% français de la Formule 1, et j'avais commencé un script, et dedans, j'arrêtais pas de faire une blague, pourquoi je voulais pas parler d'Imola 82, et finalement, avec le recul, je me dis que j'ai envie de parler d'Imola 82, mais parce que j'en ai ras le cul de comment les gens parlent d'Imola 82. Mais bon, si vous voulez mon opinion là-dessus, je ne sais pas, posez-moi la question, sinon ça finira par a priori devenir un épisode de Formula 1. Où est-ce que j'en étais ? Qu'est-ce que je disais ? Oui. Donc, si vous avez des questions, je vais peut-être faire une petite FAQ si j'en ai, parce que si j'en ai pas, je vous répondrai juste en commentaire, je vais pas vous mentir. Aussi, je voulais juste raconter l'origin story de Formula 1. Ça fait 5 minutes que j'enregistre, mais c'est pas grave. À la base, avant il y a eu d'abord, il y a eu une première... en allant à l'envers, d'abord, avant la vidéo, donc avant, si j'avais eu 1 euro pour chaque pilote allemand s'étant cassé la jambe en Formule 1 1999, il y avait une autre version de ce script qui avait je crois exactement le même titre, et c'est pour ça que cette vidéo s'appelle comme ça, mais à la base j'avais un gimmick beaucoup plus poussé où vraiment dans l'intro je racontais en détail, en long, en large et en travers le Grand Prix de Grande-Bretagne 99, Schumacher qui se casse la jambe, etc. Tout ça pour faire une chute à la fin et faire genre en fait non, on va pas parler de lui, on va parler d'autres mecs. Et vraiment c'était super long, je crois que l'intro faisait 2 pages quoi. Finalement j'ai fini par recommencer le script à 0 et c'est devenu le premier épisode de Formula 1. Mais encore avant ça, il y a eu un autre script qui à la base n'était pas mon script, c'était complètement autre chose, c'était un truc qui était censé rester à l'écrit, dont son nom c'est La Grosse Bertha, mais son vrai nom ça allait être Vroom Vroom Boom, et qui était aussi un nom temporaire, mais ne cherchez pas les noms temporaires qui sont devenus des vrais noms de trucs chez moi, c'est extrêmement courant. D'ailleurs, au moment où j'enregistre ce post, et donc la vidéo en général, le titre temporaire de l'épisode c'est Joyeux Noël et nique ta mère, donc je pense pas que ça restera ça, mais voilà. Je mettrai là une image du titre de la miniale temporaire. Et donc cette vidéo Vroom Vroom Boom elle est beaucoup trop longue, le script fait 40 000 mots, et c'est pour ça que je l'ai jamais enregistré, c'est que le script est beaucoup trop long. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, frère, ça fait très longtemps que t'as pas vraiment monté une vidéo, en tout cas une vidéo qui faisait plus de 10 minutes, et qui était pas un dramatic reading ou tes vieilles fanfic in Zone 11, au passage. Ça c'est encore autre chose. Et je me suis dit, c'est pas possible, j'ai jamais fini de monter ce truc. Et en essayant d'enregistrer l'audio, plutôt cette année, hein, donc probablement je dirais décembre 2024 ou début janvier 2025, même si j'avais pas essayé de faire ça juste avant de réécrire le script pour la vidéo sur 99, je me suis dit mais j'en ai rien à foutre de ce que je raconte dans cette vidéo. À la base, cette vidéo qui parle de curiosité morbide, à la fois la mienne et celle des autres. C'était beaucoup plus introspectif, je parlais beaucoup de moi dans cette vidéo, beaucoup plus que dans ce post-scriptum, croyez-le ou non. Et dans cette vidéo, j'ai exploré pas mal de sujets, j'ai exploré le crash au premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021 entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Je parlais un petit peu du Grand Prix de Belgique 2021, les qualifs pour être exact, et je faisais un parallèle avec un autre incident de 92 qui avait impliqué Ayrton Senna et un pilote français appelé Eric Coma. Et c'est pareil, c'était à cause parce que je parlais aussi de fanfic dans celui-là. Donc le sujet était un peu casse-gueule en plus. J'étais vraiment dire oula, va voir que je parle de fanfic de gens qui disent vraiment la real people fiction, c'est un sujet très casse-gueule à mentionner parce que si vous avez traîné sur Archive of Our Own, même fanfiction.net ou Wattpad ou je ne sais quoi, plus de 30 secondes, vous en avez croisé des kilomètres. On sait tous que la série After à la base c'était des fanfics One Direction, enfin on sait tous. En tout cas pour des gens comme moi qui traînent beaucoup trop sur internet, ça semblait évident. Et j'ai exploré 2-3 autres trucs, je parlais aussi d'un épisode de Drive to Survive de 2019, je parlais... ça je le mentionne très vite fait dans le premier ou deuxième épisode de Formula 1 quand je parle de George Russell. Je parlais de pas mal de sujets et je finissais par une lecture un résumé extrêmement long de quelque chose. Et cette vidéo, elle a jamais vu le jour parce que en essayant d'enregistrer la première partie, qui est la partie à peu près sérieuse sur les crashs et le fait que un fan de Formule 1 c'est souvent un peu trop intéressé par les crashs, hein, c'est un peu bizarre quand on y pense. Eh bien, je me suis retrouvé à me dire mais putain, j'en ai rien à foutre de ce que je dis. J'étais en train de lire
une description de scène par scène d'une image filmée par un fan, donc du crash tour 1 au virage de cops entre Hamilton et Verstappen, et je me suis dit mais putain mais j'en ai rien à foutre. Parce que le souci c'est que ce script là je l'avais commencé en janvier ou février 2024 quand je commençais tout juste à m'intéresser à la F1. Et entre deux, y a eu toute une année où je me suis intéressé à la F1 et où je me suis amusé à lire toutes les pages de Stat F1 pour la vanne à mon ancien boulot. Donc j'avais beaucoup plus de connaissances sur la F1 à ce moment-là et je savais qu'il y avait des crashs peut-être plus intéressants pour ce que je voulais dire que le Grand Prix de Grande-Bretagne 2021 qui restait dans la tête d'absolument personne. Genre vraiment, ce truc c'est assez éphémère. Le choc qu'il a provoqué, il a duré 3 jours, quelque chose comme ça. Et ouais, quand je me suis intéressé à la F1 et que j'avais vu que des Grands Prix modernes, oui, c'est sûr que ça m'a un peu choqué, je veux dire. Et la section commentaires, cela dit, de ce truc-là reste quand même intéressante à analyser. Mais, vroom vroom boom, c'était quasiment que ce genre de passage. Et je me suis dit, mais jamais, je peux pas monter ça comme première vidéo depuis des années. C'est pas possible. Et donc, je l'ai mis au placard et j'avais commencé Formula One. Et en relisant mon script, et je suis sûr que j'ai dû tenter de le réenregistrer depuis, et entre deux, je l'ai un peu relu, j'étais, mais putain, mais j'en ai rien à foutre de ce que je raconte. Donc, si jamais il y a de la demande, je pensais, parce que j'avais promis de faire ça aux copains, avec les copains, si jamais je finissais par ne jamais enregistrer cette vidéo, si ça vous intéresse, on peut le lire ensemble, en live ou non. De toute façon, il y a un pari que j'ai perdu l'année dernière, enfin, un pari. J'avais dit que si George Russell regagnait un Grand Prix en 2024, après l'Autriche, je veux dire, après la Grande-Bretagne pour être exact, et bah je relisais mes vieilles fanfics, entre deux il a gagné le Grand Prix de Belgique, il s'est fait disqualifier du Grand Prix de Belgique, et il a gagné le Grand Prix de Las Vegas. Et je l'ai toujours pas fait, voilà. Sur la chaîne, je crois il y a la rediff de l'intro où je lis une très courte fic de 2016 ou quelque chose comme ça. Et c'est pas faute d'avoir envie, hein, je me rappelle, hein, c'est juste que j'ai pas trouvé le temps, j'ai pas trouvé l'énergie, et aussi personne était trop venu au premier, donc voilà, c'était pas une ambiance de fou de ce que je me rappelle. Donc ça reste là, hein, si jamais il y a de la demande, je le reprendrai, hein, mais je compte quand même relire le script de Vroom Vroom Boom avec vous, ça va être un peu gênant je pense, parce que je parle quand même de fanfic là-dedans. Et à la base d'ailleurs, j'avais je peux vous le dire, je voulais faire en dernier un passage un peu comme celui-ci où j'étais pas du tout scripté, où je me filmais cette fois, là vous avez juste ma voix, mais à la base je me filmais, dans celui-là je veux dire, et c'était pas scripté, rien du tout, et donc en fait il y a pas vraiment de notes, parce que dans ma tête, quand j'ai écrit ce passage, dans mes notes, je savais ce que je voulais faire, mais maintenant je serais absolument incapable d'exactement vous dire ce que je voulais mettre là-dedans. Donc de toute façon, rien que pour ça, la vidéo elle serait pas authentique, donc et si ce genre de vidéo est pas authentique, vu le sujet, ça sert à rien. Voilà. Donc bon anniversaire à Formula One, si vous êtes encore là, merci, parce que ça fait quand même quasiment un quart d'heure que je blablate. Et j'espère vous voir soit pour la FAQ, soit pour le premier épisode de janvier 2026, dont je n'ai pas encore décidé le sujet au moment où j'enregistre ça. Allez, Zoubi, et l'idée de champion never was.